Avant cet épisode, j'aimerais vous parler de Wise. Si vous suivez Courir Mieux depuis plusieurs mois, vous savez que ma collaboration avec cette marque ancienne n'est pas nouvelle. Utilisateur de leurs produits depuis longtemps et à travers de nombreuses aventures comme ma traversée des 7 merveilles de Chartreuse, j'ai aujourd'hui le plaisir de vous en parler en tant que partenaire de cet épisode. Depuis 2019, Wise m'impressionne par leurs engagements écologiques forts et leur circuit de production court entre France, Italie et Portugal, tout ça sans le moindre compromis sur la technicité de leurs produits qui atteint toujours des sommets. J'adore par exemple leur veste imperméable Black Shell 3 qui me protège en montagne quand les conditions se dégradent et leur short Sherpa Max dont le portage me permet d'emmener tout ce dont j'ai besoin durant mes trails. Je vous invite à parcourir leurs produits sur le site wisetrailrunning.com, vous ne serez pas déçus. Allez, place à l'épisode. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode. Dans ce Scientific Day, nous allons faire suite aux 2 épisodes des semaines précédentes sur la thématique de comment progresser en trail. Et nous allons nous focaliser sur le trail long et l'ultra trail. J'ai ici le plaisir de vous présenter mon échange avec les 2 mêmes invités reçus dans la partie 2, Guillaume Millet et Jean-Benoît Morin. Sans refaire leur CV entier, long comme le bras, et déjà présenté dans l'épisode précédent, Guillaume et JB sont auteurs de nombreuses publications et ou ouvrages sur le sujet de l'entraînement en trail et en ultra-trail. Ils ont également dirigé des thèses sur la thématique et sont au contact d'entraîneurs et d'athlètes, de haut niveau ou de niveau plus modeste, très régulièrement. Leur expertise, entre littérature scientifique et connaissance du terrain, est inestimable. Sans plus attendre, je vous propose de passer à ce Scientific Day dédié à comment progresser en trail long et en ultra-trail. C'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui, Aux frontières, partie 3. Guillaume, JB, on se retrouve du coup cette fois pour la partie 3. La suite de notre échange qu'on vient d'avoir, il s'est passé 8 minutes maximum et on change de casquette et cette fois on va s'intéresser un peu plus au format long, très long. On n'ira peut-être pas sur les formats extrêmement longs comme Thor des géants, Thor des glacés dont on a pu déjà parler, encore que si on a des mots à dire là-dessus, pourquoi pas. Mais on va plutôt s'intéresser au format, on va dire 100 miles, si ça vous va de placer ce curseur. Je vous représente pas, parce qu'on l'a fait juste avant. Pour les auditeurs qui voudraient savoir qui est Guillaume Millet et JB Morin, je vous invite à aller voir l'épisode juste précédent. Je propose qu'on rentre directement dans le sujet, parce qu'on a plein de choses à dire sur le format très long. Et la première question que je voulais vous poser, elle fait suite à plein de commentaires que j'ai pu avoir sur des vidéos que j'ai déjà fait, des interviews que j'ai déjà fait, des podcasts que j'ai déjà fait, où j'ai eu des commentaires du genre VO2 max ne sert à rien en ultra trail, travailler sa VMA ça sert à rien dans une prépa ultra, ou par exemple faire du 30-30 ça sert à rien quand on fait de l'ultra, alors que dans les études dont on a parlé dans la partie 1 et juste avant, il semblait qu'il y avait quand même un intérêt. Est-ce que vous pensez que ça reste, parce que dans VO2 max, dans VMA il y a quand même un facteur génétique, JB tu l'as dit, Guillaume, tu l'as dit dans l'épisode précédent, qu'il faut faire un procès à ses parents sur certains formats parce qu'on n'est peut-être pas prédisposé à performer dessus. Est-ce que vous pensez que dans le cadre de préparation 100 miles, ça a un intérêt de travailler VO2 max, de travailler ces très hautes intensités ou pas? Alors oui, moi je crois que ça reste intéressant. Là pour le coup, la littérature nous incite quand même à le penser. Et puis au-delà de la littérature, c'est le terrain. Quand même globalement, les tout meilleurs ultra-trailers sont quand même des gens qui ont... Tu peux pas être un très bon ultra-trailer en ayant un niveau de max de 50, quoi. C'est pas possible. Donc, si vraiment c'était un facteur très annexe, ça se passerait pas comme ça. Ceci étant dit, on l'a aussi dit un petit peu tout à l'heure. Effectivement, ce que l'on pense, en tout cas moi, ce que je pense, c'est que ça reste important, mais ça prend de moins en moins d'importance au fur et à mesure que la distance augmente. Et il faut bien, comme tu viens de le rappeler, garder à l'esprit que de toute façon, VO2 max, c'est une grosse quand même partie génétique, ce qui veut dire qu'on peut l'entraîner de façon relativement modérée et surtout on peut assez vite arriver à son plateau, c'est-à-dire que si on n'a jamais entraîné VO2 max et qu'on fait du travail à VO2 max ou à 90-95% de VO2 max, on va l'améliorer, mais assez vite en quelques mois on va atteindre son plafond de VO2 max et derrière après le challenge c'est plutôt quand on est un coureur un peu âgé, c'est que je maintiens quand même des séances intenses pour éviter de perdre en VO2 max. Voilà, on va pas l'augmenter encore, mais par contre, on peut éviter de trop descendre. Et pourquoi, du coup, ça a de l'intérêt quand on réfléchit un peu d'un point de vue physiologique, quand tu cours à une vitesse donnée ou à une vitesse ascensionnelle donnée, si ta VMA ascensionnelle elle est plus élevée, tu as un pourcentage plus faible et donc avec toutes les conséquences physiologiques que l'on peut imaginer sur
en particulier l'utilisation des glucides versus lipides, etc., la fatigue, l'activation musculaire, etc. Ou alors, pour une vitesse plus élevée, tu es à la même consommation, donc au final, tu vas plus vite pour une même intensité. JB, je t'ai coupé la parole. Ouais, alors tes commentaires, ils viennent souvent du fait qu'en sport, quand les gens n'aiment pas ou ne veulent pas faire quelque chose, ils décrètent que ça sert à rien. C'est une très bonne excuse. Parce que pour moi, VO2 max ou VMA pour un ultra-trailer ou une ultra-traileuse, l'idée, c'est qu'en fait, c'est pas pour ce que ça va apporter en termes de VO2 max, même si ça peut être intéressant avec cette histoire de réserve, c'est pour le process. C'est pour ce que tu vas mettre en place dans les séances de développement de VO2 max. Et donc, tu vas mettre en place un aspect mental, parce que c'est des séances où il faut quand même s'envoyer. Tu vas mettre en place des aspects physiologiques autour de l'utilisation du glycogène, etc. Donc, mécaniquement, puisque tu vas être obligé de courir très vite, tu vas mettre en place des sollicitations de ton système qui vont être utiles en ultra pour d'autres raisons. Et donc, en fait, l'idée, c'est même si VO2 max est une pierre de moins en moins grosse au fur et à mesure que la distance s'augmente, les séances de développement ou de maintien de VO2 max peuvent apporter plein d'autres choses qui seront des contributeurs. L'assimilation des glucides que tu viendrais prendre, etc., etc. Donc voilà, rien sert à rien, entre guillemets, parce qu'il y a peut-être des effets, entre guillemets, indirects. Ouais, si je complète juste, dans les effets indirects, il y a aussi simplement, ça apporte de la variété à l'entraînement, même d'un point de vue psychologique, ça peut être intéressant. Et après, si on n'aime pas faire des 30-30, on ne va pas se forcer à faire des 30-30. Par contre, on peut le travailler d'une autre façon. On peut tout à fait travailler sa VO2 max en marchant. Si on marche sur des côtes très raides, très raides avec les bâtons, par exemple, on peut atteindre VO2 max. Donc voilà, on peut aussi faire ça. Et du coup, en faisant ça, on peut, et je regarde JB en disant ça, aussi travailler au-delà des aspects VO2 max per se, on peut aussi travailler sa puissance musculaire indirectement. Donc ça a de l'intérêt pour toutes ces raisons. Donc non, monter dans les tours, no pain, no gain. On a beau dire que c'est suranné ou des méthodes à grand-papa, moi j'y crois encore. Quand j'ai interviewé Hervé Assadi sur le développement de VO2 max, lui il disait que déjà dès que tu arrêtais de solliciter ton système au maximum de ses capacités, tu perdais en capacité à le solliciter au maximum de ses capacités, donc c'était un problème. JB, dans l'épisode qu'on avait fait ensemble sur la réserve de force, est-ce qu'on pourrait faire la même analogie avec la réserve de puissance? Au final, si tu travailles VO2 max, tu pousses ton max, donc... Oui, c'est la même idée, c'est ce que disait Guillaume, c'est-à-dire que prends un moment de ta course, n'importe quand, qui va solliciter un certain niveau de consommation d'oxygène. Ça, tu peux pas le changer. C'est la tâche que tu dois faire. Par contre, ton niveau à toi, il est soit 10% au-dessus de ça, soit 20% au-dessus de ça. Et s'il est 20% au-dessus de ça, tu as un niveau de sollicitation de ta réserve qui est moindre. Et voilà, c'est ça pour moi l'argument principal, de pousser un peu ton plafond pour dire en fait, tout ce que je vais faire en dessous, je vais opérer à un niveau plus faible de mon plafond. Et donc, logiquement, c'est le bon sens de dire que c'est bénéfique, quoi. Et Hervé disait aussi que le travail de VO2 max était un super moyen d'améliorer son coût énergétique parce que le mouvement que tu fais, le fait de travailler ta puissance musculaire, ça revient peut-être un peu sur ce que tu as dit, je sais plus si c'était JB ou Guillaume qui l'a dit, mais que c'était un bon moyen aussi d'améliorer ton coût énergétique, c'est peut-être aussi... Enfin, ça aussi c'est important à ressouligner. Ouais, alors avant de répondre à ça, j'aurais quand même précisé une chose, c'est-à-dire cette notion de se dire on va se donner de l'air, hein, c'est un peu ce qu'on vient d'argumenter, et là quand même c'est limite, parce que je me souviens d'un collègue qui était vraiment fervent partisan de la musculation, mais pour le coup à l'extrême, en disant de toute façon, si j'améliore ma force maximale, je vais travailler à des pourcentages plus faibles de ma force maximale, et donc, par exemple en ski de fond, et donc forcément c'est bon. Non, pas forcément c'est bon. Si tu fais que de la force maximale, tu vas pas t'améliorer en ski de fond et en trail running. Voilà. Donc ça a quand même ses limites, il faut raison garder. Et ta question par rapport au coût énergétique, oui et non. C'est-à-dire qu'effectivement, si tu travailles ta foulée, finalement c'est un peu ce que disait JB, c'est-à-dire que le sprint, ou là c'est pas du sprint, mais la haute vitesse est la meilleure peut-être des pliométries, et on sait que le travail de la pliométrie permet d'améliorer le coût énergétique. Ceci étant dit, on a dit aussi dans l'épisode précédent que le coût énergétique à haute vitesse était moins intéressant, et puis surtout, on a parlé de spécificité de l'entraînement et on va marcher beaucoup, et quand on court, ça va être à très faible vitesse, etc. Donc les qualités de pied et les effets positifs que pourrait avoir la pliométrie sur le coût énergétique en ultra, puisque là pour le coup on est dans l'épisode ultra, c'est quand même à relativiser. Ok, merci beaucoup pour du coup cette première réponse sur l'importance au final de quand même travailler un petit peu sa puissance, on va dire.
Dans la suite de l'épisode sur l'ultra, on va forcément parler d'un concept qui est clé, qui va être celui de l'endurance. Alors, j'aime pas dire qu'en fait l'endurance est spécifique à la longue distance, parce que en fait, vous me corrigez si je me trompe, mais même un sprint c'est de l'endurance, c'est juste que c'est de l'endurance d'une certaine filière. Est-ce que vous pourriez, pour que les auditeurs soient un peu au clair sur qu'est-ce que c'est que l'endurance, donner votre définition, votre vision de l'endurance? Ouais, bah écoute, tu fais les questions et les réponses. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'on ajoute? Effectivement, on parle d'endurance, on parle de sport d'endurance. Donc, globalement, souvent, quand on parle d'endurance aérobie. On devrait ajouter ce terme aérobie. Puis, comme on est feignant, et moi le premier, on le dit pas. Mais c'est vrai qu'on parle de sport d'endurance. En réalité, on ne devrait pas parler de sport d'endurance, on devrait parler de sport à durée prolongée, puisque l'endurance a une définition précise qui est la capacité à maintenir son maximum le plus longtemps possible. Donc, si ça peut être son maximum, son pic de vitesse et de ne pas décélérer dans les derniers mètres d'un 100 mètres, voilà, c'est de l'endurance de vitesse. Ça peut être la capacité, on parlait tout à l'heure du fatigue index, de maintenir son pic de force quand on répète 30 ou 40 contractions, de rester le plus proche possible de sa force max. Dans l'étude d'Ekström dont on parlait tout à l'heure, c'était ça le test. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de tests ils appellent ça des tests de fatigue, mais finalement c'est ça, c'est un test d'endurance plus qu'un test de fatigue. Et puis l'endurance classique, c'est effectivement maintenir un pourcentage de sa VO2 max, donc là le max aérobie, mais c'est bien la puissance maximale le plus longtemps possible. En tout cas, en maintenir un pourcentage de VO2 max, quel qu'il soit, par exemple. Un pourcentage, parce qu'il y a un pourcentage par durée. Donc il faut que la pente de diminution de ta vitesse, exprimée en pourcentage de VO2 max, soit la plus faible possible. Idéalement, tu aimerais courir toujours à VMA. Compléter sur l'aspect un peu, pas sémiologique, mais l'endurance, c'est aussi la capacité à endurer, c'est-à-dire en fait à résister, à s'exposer à l'effort et à tolérer la répétition de l'effort. Mais tu as dit une très bonne chose, sur 100 mètres, tous les athlètes du monde perdent de la vitesse. Un peu ou pas beaucoup. Oui, parce qu'ils en ont une élevée au départ. Donc c'est sûr que faut perdre ce que tu as créé, en fait, si tu veux. Donc tu peux mettre le 100 mètres comme étant une épreuve d'endurance, à l'échelle de la vitesse maximale. Oui, et puis alors juste pour je me demande si c'est pas toi qui m'avais fait un cours là-dessus quand j'étais en Master 1 et qui montrait que que les athlètes de 100 mètres essayaient de décélérer moins et que Usain Bolt décélérait moins que d'autres. Alors ouais, c'était ça. Alors il décélérait moins et plus tard, et depuis cette métrique-là, elle a été un peu modifiée par Marcel Jacobs, le champion olympique italien, qui lui a été l'athlète avec le début de décélération mesuré le plus tard. Et c'est clair que sur un 100 mètres, quand tu commences à décélérer à 75 ou à 25 mètres, ben, c'est pas la même chose. Guillaume, il commence à décélérer avant le départ. Donc, bon, ça compte. Je vous propose qu'on passe à la suite. Et la suite, je l'ai divisée d'abord, dans un premier temps, en deux parties. Alors, on va parler un peu dénivelé positif et dénivelé négatif. Avec, j'imagine, Guillaume, pas mal de choses à dire, par exemple, avec les week-end shocks sur le dénivelé négatif. Mais à la base, je voulais vous poser quelques questions sur la préparation au D+. En fait, sur du long, la question de la vitesse ascensionnelle, elle est assez vaste, parce qu'il va falloir monter rapidement, parce que sinon on va perdre beaucoup de temps, mais il va pas falloir non plus consommer trop d'énergie, parce que si on monte trop fort, on va se cramer, on n'arrivera pas à repartir. Du coup, je me demandais, est-ce que pour vous, la première question, c'est est-ce que pour vous, les déterminants de la vitesse ascensionnelle en trail long, c'est les mêmes qu'en trail court, ou est-ce qu'on va approcher la chose un petit peu différemment en ultra? Est-ce que bien monter en ultra, ça va être exactement pareil que bien monter en KV et en trail court, ou est-ce que on va approcher la chose un petit peu d'une autre façon sur un 100 miles? Alors c'est un peu différent dans le sens où je pense que là en trail court, il va y avoir la composante justement seuil qui va rentrer en ligne de compte, et en ultra on est tellement en dessous de ça que finalement peu importe son seuil, alors je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec moi, mais moi du coup ça a des conséquences directes sur l'entraînement. J'ai tendance à dire que pour le coup le travail au seuil en ultra ça n'a pas tellement d'intérêt, si ce n'est ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire apporter un peu de variété à l'entraînement, etc. Et qu'il n'y a rien, j'ai rien contre ça, si les gens aiment ça qu'ils en fassent, mais je suis pas sûr que ce soit la méthode la plus spécifique. Par contre, en trail court, oui, c'est sûr qu'il faut le faire. Donc en ultra, ça va être globalement quand même la réserve métabolique. Si on considère que tout le monde fonctionne au même pourcentage de son max, oui, ça va être la puissance du max, donc la VO2 max qui va essentiellement déterminer ta vitesse ascensionnelle. Et après, tu as les notions de pacing, bien sûr, qui font que tu as certaines personnes qui vont monter vite au départ, simplement parce qu'elles sont au-dessus de leur capacité. Mais ça, c'était peut-être pas directement ta question, mais c'est ma réponse. Non, mais ça en soulève une qui est assez intéressante. C'est, au final,
Est-ce que tu pourrais nous expliquer, JB ou Guillaume, pourquoi est-ce que c'est important de pacer et de lisser un peu l'effort dans des montées? Quel est pourquoi est-ce qu'en fait, être constant, par exemple, en effort qu'on fournit, c'est mieux que osciller entre au-dessus et en dessous? Parce que ça, des fois, c'est une question qu'on me pose. Au final, t'as l'impression qu'en moyenne, c'est la même vitesse, mais celui qui va être plus lisse, il va être meilleur que celui qui oscille. Est-ce qu'on sait un peu les raisons physio qu'il y a derrière ça? Bon, je pense qu'une grande partie de ça, c'est l'utilisation des substrats. C'est-à-dire, si tu montes trop dans les tours pour des raisons un peu juste de mauvais pacing, bah, tu vas taper très vite dans tes réserves de glycogène. Et ça va être un facteur quand même déterminant. Et oui, donc tu vas, après, si tu fais vraiment de grosses erreurs et que tu vas aller jusqu'à produire de l'acidose parce que tu es au-dessus, bon, là, il faut commencer à pas trop avoir de cerveau, mais ça, on en voit tout le temps. Hein. Moi, je ne veux plus trop sur les ultras, mais je serais quand même très surpris que ça ait beaucoup changé. Il y a des gens qui partent vraiment trop vite et du coup, ils se mettent en difficulté pour ces deux raisons. Ils se pré-fatiguent beaucoup trop vite. Même si je suis persuadé au fond de moi que les erreurs de pacing concernent plus la descente que la montée. Parce qu'en montée, on est assez vite informé avec des afférences musculaires de se dire, là quand même, ça commence à chauffer, il me reste 160 bornes à faire, peut-être quand même déconne pas trop. Par contre, en descente, sur les premières, quelqu'un qui serait un peu entraîné, il pourrait assez vite lâcher les chevaux et il le payerait autant sans avoir de feedback qui l'incite à décélérer sur les premières descentes. Enfin, tu regardes l'UTMB 2023, une des personnes qui était dans les 20 élites qui a abandonné très tôt, il avait quasiment pas fait de descente et tout le monde était très surpris par son rythme au début de course. Donc c'est quasiment que de la montée. Je pense qu'il a cramé et qui renvoie aux choses que tu as soulevées. On arrive enfin à la question autour de laquelle tu gravites depuis tout à l'heure, Guillaume, et sur laquelle on a déjà échangé avec JB un peu, donc je voudrais vous entendre là-dessus. La question que j'avais posée il n'y a pas longtemps à JB, parce que ça me trottait vraiment dans la tête, c'est les courses que je prépare moi cette année, c'est pas des ultras, c'est des 100 km globalement, des formats 100K, on va dire. Et du coup, le constat que j'ai fait, c'est vu ce que je prépare, je ne vais pas courir en montée. Je ne vais pas faire une seule des côtes que je vais faire, je ne vais pas les faire en courant. Je fais mon travail d'intensité 2 fois par semaine. Est-ce que je dois le faire en courant dans une côte, donc mon travail de PMA? Est-ce que je dois courir dans ma côte à PMA ou est-ce que je dois reproduire le plus possible le mouvement que je vais réaliser, la spécificité, et donc faire du travail de PMA en marchant dans une côte? Selon vous, qu'est-ce que ce serait la bonne réponse à ça? Peut-être que je peux te laisser JB répondre si tu veux en premier, puisque on avait quand même bien discuté de ça, toi et moi. Ouais, alors je pense que la réponse de Guillaume sera beaucoup plus aiguisée et spécifique, et moi je vais te faire une réponse qui va peut-être te décevoir, mais la réalité c'est les deux pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, tu dois avoir cette spécificité, si c'est ce que tu as prévu. C'est-à-dire si ce que tu as prévu c'est un schéma où tu vas marcher, il est clair que pour des raisons de coordination, de gestuelle, etc., il faut qu'il y ait une partie de ton entraînement comme ça, de transfert. Mais pour les autres raisons qu'on a discutées avant, je pense que c'est pas exclu de faire une partie de ton volume en courant. D'une part parce que ça va être un moyen d'aller chercher des niveaux d'intensité peut-être plus élevés. Et puis d'autre part parce que tu n'es pas à l'abri de finalement dans ta course sortir complètement du schéma que tu avais prévu et d'avoir, entre guillemets, une surprise qui t'incite à courir, et puis c'est toujours pareil. Tu as déjà été là et tu es moins surpris que... Et donc voilà, c'est un entre-deux que tu devras trouver. Moi, je ne serais pas du tout tranché là-dessus, sauf s'il y a d'autres arguments, mais... Ouais, je suis assez d'accord sur le fait que tu peux tout à fait alterner entre ces deux types d'entraînement et que, en d'autres termes, je vois pas tellement de raison, si j'inverse un peu la proposition, de dire je fais toutes mes séances de VO2, parce que c'est ça la question, en marchant. Donc je vais choisir que des côtes très raides où je vais marcher très vite avec mes bâtons, etc. Puisque de toute façon, j'en reviens un peu à la discussion que l'on a eue tout à l'heure, de toute façon tu ne seras pas spécifique à ton allure de course. Donc il vaut mieux faire des week-end shocks et ne faire aucune séance de VMA ascensionnelle en marchant, que faire toutes mes séances de VO2 en marchant et pas de week-end shock. Voilà. Donc c'est là où tu vas vraiment travailler ta montée, ça va être sur tes week-end shocks où tu vas marcher pendant de longues heures en montée, etc. Ça, ok. Donc si tu fais pas tes séances de VMA en marchant, mais que tu fais ça, pas de souci. Je te rassure, Guillaume, on mettra pas de côté les week-end shocks et on les critiquera pas pendant cet épisode si c'était la crainte, mais en tout cas alterner entre les deux, je pense que c'est aussi intéressant. Une question que je me posais sur la montée, on en a entendu un petit peu parler, on en entend un peu parler parce que c'est de plus en plus vulgarisé, c'est les séances qui sont appelées myocrossmax. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas ce que c'est, globalement c'est
Par exemple, des séances de PMA, je sais pas, imaginons 7 fois 2 minutes dans une côte à 20%. Sauf que en récupération ou avant, tu vas faire 1 minute de chaise, par exemple. Donc, tu as une espèce de pré-fatigue musculaire. Et après, sur cette espèce de fatigue, j'aime pas beaucoup utiliser ce terme parce que tu ressens pas une grosse fatigue après 1 minute de chaise. Mais sur ce pré-travail, tu viens mettre de l'intensité. Il n'y a aucune évidence scientifique là-dessus. C'est-à-dire que j'ai cherché dans la littérature, il n'y a vraiment rien. Vous, est-ce que vous avez un avis sur ces questions-là? Est-ce que c'est intéressant de faire ces séances, ces petites fractions de pré-fatigue de temps en temps, pas forcément toutes les séances de PMA? Qu'est-ce que vous en pensez? Rien. Alors moi, je pense que c'est intéressant parce que je suis pas pratiquant et donc expert de l'ultra. Mais en fait, l'idée, c'est que, entre guillemets, hein, tu me passes le mot, mais ça va tellement être le bordel dans ton système neuromusculaire que un peu de confusion et un peu de trucs, de pizza, un peu, tu sais, où tu mets un peu de tout dans le truc, pour moi, c'est pas inintéressant. Je trouve que souvent, les gens sont trop linéaires dans l'entraînement où si je fais ça, je dois pas faire ça, et je dois pas faire ça avant, et je dois pas faire ça après. Et ça rejoint la discussion de la partie précédente sur ça peut être super intéressant pour moi d'avoir ces moments d'isométrie, de force, qui viennent un peu là au milieu. Parce qu'en fait, il va y avoir un tel bouleversement de tes contractions musculaires, de ton état global en course, avec la distance, que pourquoi pas. Voilà. J'ai plutôt une approche en disant pourquoi pas, j'ai pas de raison de pas le faire. Et au contraire, c'est peut-être même fun de se mettre ce nouveau challenge. Tu vois, je discutais beaucoup avec, à l'époque où il était en master, avec Jean-Claude Manfi, qui est un coach qui est passé ici, où on disait, ben, tu pars avec une corde à sauter dans ton sac à dos, et puis à un moment donné, au bout de X heures de course, tu vas faire des séries de cordes à sauter. Ça n'a pas de sens, sauf que, en fait, l'idée, c'est d'avoir un stimulus au milieu d'une linéarité d'effort. Voilà, l'idée, c'est ça. Oui, on peut dire que le côté fun, on en a déjà un peu parlé tout à l'heure. Effectivement, apporter de la variété à l'entraînement, ça, je pense que c'est jamais délétère. Après, il se peut que JB ait raison et il se peut qu'il ait tort. Je crois que personne ne peut le dire. Si ça fait plaisir aux gens de faire ça, allons-y, mais c'est pas du tout un passage obligé. Et après, il faut quand même, moi j'ai quand même tendance à dire que quand on fait quelque chose, il faut qu'on ait une petite idée derrière la tête qui est un rationnel. Et là, je vois pas trop le rationnel, donc je suis pas trop sûr. C'est pour ça que je disais rien, mais ouais, c'est pas loin de rien, quoi. Alors, peut-être que JB, du coup, tu auras envie de répondre à ça, mais c'est vrai que sur le principe lui-même, en gros, le principe, c'est inclure un travail musculaire et après demander de la puissance métabolique et musculaire. Je n'utilise peut-être pas les bons termes, mais globalement, c'est l'idée. Et je me disais, bah, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on le ferait en chaise? Parce que quand tu fais pourquoi on le ferait en isométrique et pas en concentrique, par exemple? Pourquoi ce ne serait pas des fentes sautées plutôt que de la chaise? Ah oui, complètement. Alors moi, le truc, c'était pas sur l'exercice de la chaise, hein. Au contraire, même, j'ai presque envie de te dire que tu as beaucoup mieux à faire, etc. C'était sur demander des hauts niveaux de production de force que tu peux pas atteindre en courant, ou à moins de faire de la descente très rapide, ou etc., à l'intérieur de moments de course où tu es à des beaucoup plus bas niveaux de force. Et ça, je pense que ça peut être intéressant parce que tu vas arriver dans une course où tu vas peut-être faire, je sais pas, 3 ou 4 heures. Et d'un seul coup, dans le parcours, il y aura d'énormes montées sur des marches d'escalier très élevées ou des rochers ou des choses comme ça qui vont te demander un très haut niveau de force, alors que tu étais sur plusieurs dizaines de minutes à un niveau de force un peu plus bas. Toi, tu vas devoir passer une vitesse et donc pourquoi pas le faire à l'entraînement, quoi. Alors juste quand même, ouais. Limite, j'ai envie de dire, ce type de séance, je le préconiserais plutôt pour le trail court. Et je suis effectivement dans des perturbations métaboliques, j'ai les cuisses qui brûlent, donc ça va être des sensations qui vont plus ressembler à ce qu'on va voir en trail court. Donc, quitte à faire, je le ferai sur du trail court. Maintenant, si on veut réfléchir, ça ne veut pas dire que la pré-fatigue a aucun intérêt. Si je voulais faire de la pré-fatigue sur un modèle plus ultra, ce serait, oui, je me mets une grosse séance d'excentrique et le lendemain, je vais courir. Quand j'ai les cuisses les cuisses dures, etc. Donc là, je vais être dans des conditions qui vont être un petit peu plus proches de ce que je vais avoir en ultra. Mais cette histoire d'isométrique pour travailler en ultra, je ne vois pas trop l'intérêt, ouais. En fait, tu rejoins vraiment une question que je me posais, moi, sur ces séances. Je t'avoue que je ne les fais pas trop faire à mes athlètes parce que juste, je ne sais pas. Et comme tu disais tout à l'heure, plutôt que de la programmer sans trop savoir pourquoi, je me disais, je préfère ne pas la programmer. En plus, il y a plein d'athlètes qui ne la font pas, donc tu dois réussir à performer sans. Mais je me disais, est-ce que vraiment 1 minute de chaise, ça pré-fatigue comme ça te pré-fatigue 8 heures de course sur un ultra? Et ma réponse était non. Donc, mais du coup, ce que tu viens de dire comme exemple, c'est super. Sur un week-end choc où, par exemple, plutôt que de faire ta sortie longue et le lendemain repos, tu fais ta sortie longue, le lendemain PMA, par exemple, et après repos.
Et là, tu t'approches, on revient sur ce qu'on a dit dans l'épisode 1, mettre en place des conditions qui vont ressembler à la spécificité de ta course. Et par exemple, la fatigue, l'histoire de fatigue vraiment induite et t'entraîner là-dessus, c'est JB, je crois que tu en as parlé dans la partie précédente sur le trail court. Bon, j'avais une question, mais celle-là, je la saute. C'est l'importance de travailler dans des profils de course et des pentes qui sont similaires à ce qu'on va vivre pour les personnes qui sont intéressées à cette réponse. La réponse était oui, hein, globalement. Il faut aller chercher les pentes qui ressemblent et les terrains techniques qui ressemblent à ce qu'on va faire. Donc, je la saute directement. On en a bien parlé dans la partie 1. Je la repose pas ici. Il y a une question que je trouve vraiment super intéressante à aborder là. C'est en fait comment... Alors, je la pose, il y aura 8 heures de réponse possible, mais comment devient-on économique dans le déplacement ? C'est-à-dire, c'est assez clair, je trouve, dans la littérature, dans l'esprit des gens, comment est-ce qu'on améliore, par exemple, la puissance maximale du moteur, la VO2 max, on a globalement les idées de fractionner, etc. C'est quoi les gros déterminants de l'entraînement qui vont aider à améliorer le coût du déplacement, qui vont nous aider à être plus économiques ? Alors, il y en a un qui n'est pas sexy, mais que Guillaume a évoqué tout à l'heure, c'est le fait de répéter la gestuelle, c'est-à-dire de courir, tout simplement, et de courir spécifiquement dans les terrains du trail et de l'ultra-trail. Donc, c'est pas sexy parce qu'en fait, c'est banal, mais les données sont claires. C'est-à-dire, avec les étudiants, je prends souvent l'exemple du ski de fond, en disant, vos premières séances de ski de fond, vous allez avoir une dépense énergétique incroyable parce que vous n'avez pas la gestuelle ni les coordinations, et petit à petit, vous allez gagner en performance parce que vous gagnerez en coût énergétique, c'est la même chose. Ça, c'est la première chose. Alors, il y a l'étude fantastique qui avait été faite à l'époque autour de Paula Radcliffe qui montrait qu'avec au suivi de ses années et de son volume d'entraînement, son coût énergétique s'améliorait. Et puis la deuxième chose, c'est que des facteurs un peu plus, on va dire, différents, un peu plus neuromusculaires, qui sont dans combien ça coûte ma gestuelle de rebondir par terre et de courir. Et ça, on est plutôt sur la qualité, on va dire, la qualité de stockage, restitution de l'énergie élastique et combien ça coûte à mon système de stocker et de restituer de l'énergie élastique. Alors indirectement, elle s'améliore avec simplement le fait de courir. Elle peut aussi s'améliorer avec le fait d'augmenter cette capacité musculaire à faire face à ce genre d'effort-là. C'est pour moi les deux principaux facteurs, mais je pense que Guillaume pourra compléter sur le long parce que il va y avoir d'autres facteurs du coup sur le très très long qui vont venir s'ajouter à tout ça. Donc, juste pour résumer ta réponse avant de passer le micro à Guillaume, en fait ça va être le fait de courir déjà, donc par exemple des sorties longues, et le fait de faire de la muscu, parce que ça va préparer par exemple ton système à... J'ai l'impression que c'était un peu ça les deux axes. Voilà. Guillaume, je te laisse compléter. Oui, donc je suis d'accord avec ça. C'est même pas un bémol, c'est à la précision près que courir, encore une fois, à allure spécifique. Donc ça veut dire que, et on rejoint un peu la discussion de course-marche, si tu n'es pas habitué à marcher, au-delà de ces problèmes de fatigue musculaire accentuée parce que tu n'es pas aux bonnes longueurs, tu ne vas jamais baisser ton coût énergétique à la marche. Donc c'est parce que tu sais bien courir que tu sais bien marcher. Donc ça s'apprend. Ça veut dire que c'est une coordination spécifique, une utilisation des bâtons spécifiques, etc., etc. Donc ça, c'est sûr. Et puis, on en a déjà aussi un petit peu parlé avant. La musculation, entièrement d'accord avec JB. Toutes les études sont relativement unanimes sur le fait que quand on fait de la musculation, et d'ailleurs plutôt musculation lourde que plio, contrairement à ce qu'on a dit, enfin moi le premier depuis des années, mais même si la plio ça fonctionne bien, mais apparemment le très lourd fonctionnerait encore mieux, au moins d'après une méta-analyse que j'ai vu passer. Ça c'est vrai, à condition de se servir de ces qualités de pied, de rebond. Et donc comme on a dit tout à l'heure, à partir du moment où tu marches, ou alors quand tu cours, tu es à 8 km/h dans la boue, je suis pas sûr que de travailler sa plio, ça serve vraiment à quelque chose. Donc voilà, donc c'est oui, mais plutôt pour trail court, roulant, typiquement pour Sierzinal, ok, pas de souci. Et puis la route, oui, sans problème. Mais sinon, ça veut pas dire que la musculation n'a pas d'intérêt en ultra, c'est juste que c'est un autre intérêt, dont la préparation musculaire, la résistance à la fatigue, au dommage, etc., dont on a déjà aussi un petit peu parlé. Après, il y a effectivement d'autres facteurs. Si tu reprends les revues de littérature sur le coût énergétique, tu as des tableaux où tu vas trouver peut-être 30 facteurs qui peuvent expliquer le coût énergétique. Alors certains sont un petit peu tirés par les cheveux. Ça va du coût du fonctionnement du myocarde au coût de la ventilation. Donc coût de la ventilation, à la limite, je veux bien le myocarde, ok. Mais ça peut être ça. Mais c'est surtout essentiellement ces histoires de coordination / relâchement. Y compris des bras, de la tête, etc. Donc être bien relâché. Et ça, c'est vrai à toutes les vitesses, mais en ultra, peut-être encore plus. Et puis, j'allais dire un truc et je l'ai avalé. Enfin bref, il y a tout un tas de facteurs qui peuvent jouer sur le coût énergétique. Et notamment,
en ultra parce que le facteur principal qui est effectivement ces qualités neuromusculaires que l'on a sur le cours, pour le coup, ça tombe. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut ne pas se préoccuper du tout du coût énergétique, mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a essayé d'argumenter en disant oui, le coût énergétique est malgré tout, c'est pas qu'il n'est pas important en fait, c'est que parfois il faut savoir choisir entre abaisser son coût énergétique et améliorer son endurance. Et on tourne en boucle autour de ce coût énergétique, qui est un des facteurs de la performance, c'est les 3 principaux facteurs de la performance, l'endurance, la VO2 max et le coût énergétique. Et je trouve, de mon point de vue, mais peut-être que c'est prévu maintenant, qu'on n'a pas beaucoup parlé de l'endurance. On a donné la définition, etc., mais on n'a pas parlé des facteurs de l'endurance. Ah, ça vient après, bon, ok. Je pensais sur un épisode sur l'ultra, je pensais aborder l'endurance à un moment. Je complète ça en disant qu'en fait, énormément de personnes qui abandonnent sur un ultra avaient un excellent coût énergétique. C'est-à-dire que dans les causes d'abandon, il faut quand même, c'était ce on avait mis ça dans le titre, on avait dit l'objectif avant tout, c'est de finir la course. Et dans le finir la course, il y a des choses qui vont être beaucoup plus capitales que d'avoir un coût énergétique important. Ce qui ne veut pas dire que c'est pas fondamental, quoi. Petite pause. Si ce Scientific Day vous plaît, je vous invite à aimer la vidéo, la commenter, la partager et vous abonner à ma chaîne en activant les notifications pour ne rater aucune de mes publications. Je vous invite aussi à rejoindre Courir Mieux sur ses autres réseaux comme Instagram et le podcast disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site courirmieux.fr où vous retrouverez l'article associé à cet épisode et toutes les études scientifiques citées. Enfin, vous pouvez soutenir Courir Mieux et rejoindre sa communauté de passionnés de trail et de course à pied sur Patreon. Les différents abonnements proposés vous donnent accès à de nombreux avantages, à des contenus exclusifs et à la possibilité de poser vos questions à mes invités. Le lien vers les offres est dans la description. Allez, on retourne à l'épisode. Oui, il y a un élément que je voudrais soulever peut-être en 2 mots, si vous voulez, sur le coût énergétique. J'en ai parlé avec un collègue à toi, je crois, JB, Nicolas Perrault, quand j'étais au Mans, que je salue au passage. Je me souviens qu'on avait pas mal de discussions et j'en avais eu un sur l'importance, moi, de réduire le poids du matériel que tu portes, mais même quand c'est des fois 300 grammes, 500 grammes de trop que tu as sur ton matos, parce que moi, j'avais l'impression que tu rebondissais moins bien ou que tu descendais, que ça allait te charger le système. Et lui, il m'avait dit, non, la différence va vraiment être en montée, parce que c'est là où ça va te coûter chaque pas que tu fais avec 500 grammes en plus sur un ultra. Alors il a raison. Alors Nicolas, c'est rigolo, il a été étudiant en thèse à Saint-Étienne, donc on l'a connu, il avait le biberon dans la bouche, quoi. Mais en gros, il a raison, c'est-à-dire que la masse que tu transportes, les facteurs du coût mécanique du transport, et donc indirectement du coût énergétique, c'est la masse, donc la masse portée verticalement, et c'est les masses oscillantes, a fortiori si elles sont loin du centre de masse. Donc en fait, tout ce qui va permettre d'avoir moins de masse et plus proche du centre du corps, mécaniquement va tomber les joules, pour faire simple. Mais peut-être dans une proportion qui n'a rien à voir avec des facteurs un peu plus importants. Tu vois, on reparlait tout à l'heure de la masse corporelle, etc. Mais quand ça se joue à 500 grammes dans ton sac à dos, si c'est 500 grammes, c'est les 500 grammes de quelque chose que tu vas prendre pour te couvrir ou pour t'alimenter, qui vont faire que tu passes ou pas un des cols de l'UTMB. Ça se discute, mais dans l'absolu, oui. Après, alors juste pour compléter, tu as quand même l'exemple que j'avais donné, parce que j'ai fait un petit article vulgarisé rapidement avec un calcul, parce qu'il y a un papier qui cherche à estimer ton coût en fonction de ton poids super vite, tu fais le calcul. Des fois, entre 2 sacs de trail, tu as 300 grammes à vide. Et en fait, quand tu as 300 grammes à vide entre 2 sacs, tu peux très vite monter aux 500, 700, 800 grammes d'écart. Guillaume? Non, le poids, de toute façon, c'est l'ennemi du coureur. On a déjà parlé avec l'histoire du gars qui était en surpoids, ça c'est sûr. Et chaque gramme compte, c'est vrai, à condition que ce soit des grammes de confort. Donc tu me disais, oui, si je peux gagner 300 grammes sur mon sac, mais c'est le même sac et puis je peux mettre les mêmes choses dedans, pourquoi se priver de ça? Par contre, si c'est me priver d'une barre énergétique qui va me faire défaut, voilà. Donc c'est ça. Et puis, juste pour compléter, parce que moi je fais un peu de biomécanique, contrairement à certains, non, blague à part, c'est au-delà de... Non, effectivement, le poids le plus distal et le plus c'est important, c'est aussi dépendant de la vitesse angulaire. Et donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles, par exemple, c'était un autre exemple que l'on avait mis dans notre discussion, coût énergétique versus endurance. Oui, si j'ai les chaussures un petit peu plus lourdes, mais qui vont un peu me protéger, etc., c'est un vrai problème sur le trail court parce que j'ai des fréquences de foulée qui sont plus élevées parce que je vais plus vite et donc des vitesses angulaires qui sont plus élevées, alors qu'en ultra, ça me pénalise, mais beaucoup moins. Et donc, si ça me fait gagner plus parce que j'ai moins de dommages musculaires, je protège mieux mes pieds, etc., au final, c'est positif.
Et donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment une différence entre le court et le long sur ces aspects-là aussi. Ou des chaussures plus lourdes, mais qui accrochent mieux et qui évitent que ton pied glisse à chaque pas. Ouais, du coup, un ennemi, par exemple, dans le matériel, un ennemi, ce sera un sac de 500 grammes trop lourd avec 2 flasques d'1 kilo qui ballottent dans tous les sens, parce que ça, comme tu disais, ça va être dérangeant pour le coût énergétique. Je me souviens avoir fait... alors, je ne faisais pas l'assistant, j'étais là pour une manip sur le Tor des Géants, une manip qu'on avait fait avec mon frère. Et donc, moi, j'étais là pour faire les mesures. Donc, je voyais passer les coureurs. J'attendais pour faire des mesures à Donas, au milieu. Et il y avait un gars que je connaissais qui m'avait dit j'ai l'impression que mon sac quand même il est un peu lourd. Je lui ai dit il faut voir ce que tu as dedans. Et il est reparti, son sac, et je pense qu'il avait vraiment tout ce qu'il fallait. Son sac il pesait moitié moins que quand il m'a montré ce qu'il pouvait enlever. Il avait tout le matériel obligatoire, etc. Je lui ai dit t'es sûr ça t'as besoin? Non, allez, t'enlèves. Il est reparti, il avait son sac avait diminué de moitié. Et puis après, ça dépend aussi un peu du niveau du coureur. C'est-à-dire que parfois, il faut savoir aussi prendre un peu des risques quand on veut chercher la performance. Donc, on se souvient tous, enfin, pas vous êtes des gamins, mais de la première victoire de Jornet à l'UTMB. Il est parti avec sa petite banane, ses flasques vides, etc. Ses coupe-vent à la taille de des enfants, parce que il faisait beau, il n'avait pas besoin de ça, et donc il se mettait absolument pas en danger. Et c'était pas précisé dans le règlement. Coupe-vent à la taille du coureur. Donc lui, il a joué avec le règlement, il a tout à fait raison. Et du coup, il a failli se faire, pour la petite histoire, vous vous souvenez, il a failli se faire disqualifier. Puis finalement, et heureusement, quand on connaît la suite, il a été requalifié. Alors après, j'en ai parlé avec Jean-Michel Fort-Vincent sur l'UTMB 2023 de cette histoire. Il y a aussi eu la légende qu'il était parti sans eau et sans barre. Il était sans eau et sans barre entre les ravitaux. Et à l'époque, sur l'UTMB, il y avait un ravito il m'avait dit, Jean-Michel, toutes les 10 km, 12 km. Donc en soi, 10 km sans eau, bon, tu prends des risques, mais tu peux le faire. C'est pas comme aujourd'hui où des fois tu as 30 ou 40 bornes entre les ravitaux. Donc la légende de Kylian qui court sans boire, il court sans boire pendant 10 km. Et 10 km de trail pour Kylian, c'est pas long. Ça va vite. Et bah du coup, on arrive sur le dernier élément que je voulais aborder. On a abordé VO2 max, on a abordé le coût énergétique. Guillaume, tu m'as fait la remarque qu'on n'avait pas encore abordé l'endurance. Je vous propose d'ouvrir cette parenthèse. Qu'est-ce qui explique l'endurance? Qu'est-ce qui fait qu'un individu est endurant? Et je te propose directement de la question numéro 2 qui va avec. Qu'est-ce qu'un individu peut faire pour améliorer son endurance? Oui, quand on a répondu aux déterminants, globalement, on peut aussi répondre à ça, même si, comme on a dit, ça va dépendre des forces et des faiblesses de chacun. Pour moi, alors j'ai un peu l'impression de me rabâcher, d'avoir dit ça dans plein de podcasts et de cours, etc. Mais bon, tout le monde ne m'a pas entendu, donc je vais me répéter un petit peu. Globalement, moi je présente toujours les choses comme ça. Je différencie l'endurance de haute et de basse intensité. Donc typiquement, ça correspond à tes deux parties, trail court, endurance de haute intensité, ultra, endurance de basse intensité, avec de façon un peu arbitraire, pas tout à fait, mais un peu arbitraire au moins, les aspects psychologiques, donc la résistance à l'envie de ralentir, à la douleur, etc., que je mets plutôt en facteur transversal. Je pense que c'est pas les mêmes douleurs, la même origine des processus, enfin des stimuli nociceptifs, mais globalement, dans les deux cas, tu n'as quand même vraiment qu'une envie, c'est de ralentir, donc il faut lutter contre ça, donc c'est pour ça que je le mets en transversal. Et après, dans le spécifique, moi je mets plutôt l'état métabolique des fibres musculaires, / acidose, etc., donc sur le court, l'hyperthermie, la capacité à lutter contre la chaleur, à thermoréguler, plutôt sur le court, parce que, comme on a pu le montrer avec Nicolas Bouscarène, et finalement le stress thermique il est beaucoup plus faible en ultra, y compris à la Réunion quand il fait très chaud, parce que simplement tu produis moins de chaleur endogène. Donc deuxième facteur c'est ça, et le troisième facteur c'est l'optimisation des apports énergétiques, donc train de gut, etc. Essayer d'apporter effectivement des glucides parce que finalement c'est sur ce type d'effort où tu as une déplétion glycogénique qui est plus importante, grosse dépense énergétique, haute intensité, donc glucides essentiellement ou exclusivement. Et voilà. Donc voilà, ces trois facteurs-là. Et à l'inverse, les facteurs de l'endurance en ultra, on en a un petit peu parlé aussi. C'est là aussi en lien avec la nutrition, mais cette fois c'est plus optimiser sa nutrition, mais c'est la capacité à s'alimenter sur des heures et des dizaines d'heures. Donc ce sont deux stratégies nutritionnelles qui sont quand même assez différentes. Et le deuxième grand facteur, pour le coup on l'a déjà un petit peu évoqué, c'est la capacité à résister aux dommages musculaires, c'est-à-dire à enchaîner les descentes sans avoir en gros l'inflammation qui apparaît, qui t'incite à ralentir, même si musculairement tu es capable de le faire, ça te fait tellement mal à chaque fois que tu poses le pied que tu vas réduire de toi-même ta vitesse pour
pouvoir juste supporter la difficulté de l'épreuve pendant encore X heures qui te séparent de l'arrivée. Oui, après, ça, c'est dans le mot capacité A, on doit aussi entendre ce que nous, ici, on aborde peu ou moins, et que peut-être on connaît beaucoup moins, c'est tous les aspects cognitifs, mentaux, à capacité physique, physiologique, mécanique égale. Il y a les gens qui se comportent pas pareil, la gestion des émotions, etc. Mais ça, bon, c'est un chapitre, c'est un autre chapitre peut-être, mais et ça revient à ce mot de endurer, c'est-à-dire qu'est-ce que j'endure et qu'est-ce que je suis capable d'endurer là-dedans, quoi. Et après, si c'est pas démontré scientifiquement, il y a l'aspect, moi j'y crois un petit peu, même si je suis pas sûr de mon coup, c'est l'aspect capacité à résister à la privation de sommeil, que je mettrai évidemment dans la colonne de droite, basse intensité. Mais là, pour le coup, pour les formats dont tu as dit que l'on parlerait pas trop, type Tort des Géants, sur un ultra classique, on va dire 100 miles, au moins, et encore, je dirais presque pour tout le monde, mais en tout cas pour sûr, pour les gars qui font moins de 35 heures, on va dire, à condition de faire ce qu'il faut avant la course. Je suis pas sûr que c'est un impact, mais peut-être que je le sous-estime et que peut-être que certaines personnes sont vraiment très peu résistantes à la privation de sommeil et que ça affecte leur endurance. Et que l'endurance, finalement, on peut le voir aussi comme une chaîne et elle est limitée par le maillon le plus faible. Et peut-être que certaines personnes, c'est ça, elles n'ont pas trop de problèmes gastro-intestinaux. Elles ont finalement des muscles qui sont assez résistants. Par contre, on le sait, hein, certaines personnes, dès qu'elles n'ont pas leurs 8 heures, elles sont plus bonnes à rien. Donc, si c'est une personne comme ça, sans doute que ça impacte sa performance aussi, mais on n'a pas d'éléments tangibles pour le démontrer. Je t'avais entendu dire dans un podcast que la privation de sommeil, ça s'entraînait pas trop. Peut-être que j'ai mal compris ce que tu avais dit, mais tu confirmes ce que j'avais compris ? Oui, il y a peu de données convaincantes. Il y a une étude de cas de l'équipe de Marc Cora qui avait conclut ça, mais avec étude de cas. Et il y a une étude qui, à ma connaissance, n'est pas encore publiée, j'ai pas vérifié, mais j'étais jury de la thèse en Angleterre, qui montrait l'inverse, avec une étude de faible niveau de preuve aussi, je crois que c'était des chasseurs alpins qui faisaient un peu d'ultra, etc., ou qui s'entraînaient à marcher la nuit. Et là, les conclusions étaient que non, effectivement, on pouvait pas s'entraîner à ça. Par contre, il y a évidemment beaucoup de choses, je pense pas qu'on aura le temps de parler de sommeil, qui est un sujet passionnant. On vient de sortir un papier d'ailleurs là-dessus, mais peut-être tu l'as pas vu, mais il y a vraiment des choses à faire en amont et aussi pendant, en termes d'apport en caféine et beaucoup en amont peut-être qui sont un petit peu sous-estimés. Donc voilà, encore une fois, même peut-être chez les coureurs les plus rapides dans des formats à 100 miles, peut-être qu'on sous-estime l'importance du sommeil sur l'endurance et donc sur la performance. Et pour sûr, pour des formats plus longs, type Tort des Géants, c'est un facteur clé. Écoute, je me ferai un plaisir non, je l'ai pas vu passer, je me ferai un plaisir de le vulgariser. On aura peut-être un échange, un de ces quatre, pour parler du sommeil, parce que c'est vrai que tu as aussi encadré des thèses pas mal sur cette thématique-là. Il y a une question qui a remonté, et alors j'ai fait 2 épisodes avec Julien Louis sur l'alimentation en endurance, etc., mais peut-être que le message n'était pas super clair. Si je vous laisse répondre peut-être en 2 mots, il y a des gens qui ont posé la question. Pourquoi est-ce qu'il faut manger autant de glucides alors qu'on est dans une zone d'effort qui, normalement, où c'est quand même les lipides qui sont le carburant principal? Donc ça, c'est la biochimie de base. Les lipides brûlent au feu des glucides. Donc si tu n'as pas de glucides, pour faire tourner ton cycle de Krebs, tu peux plus utiliser tes lipides. Sauf après à avoir des corps cétoniques, utiliser des corps cétoniques, etc. Mais ça, voilà, l'efficacité baisse. Et puis ça, c'est... Oui, si tu fais un régime cétogène dans les semaines qui précèdent, etc., tu peux un petit peu chanter ça, mais dans des conditions de fonctionnement normal, c'est pour cette raison-là. Ouais. On est bien sur un mélange de carburants et les deux sont utiles. Et en plus, il y en a un qui est déjà stocké, l'autre qui l'est pas. Donc peut pas, c'est simple, on ne peut pas consommer 100% de lipides. Il faut toujours au minimum 10% de glucides pour alimenter le feu des lipides. Merci beaucoup pour cette réponse très directe et très claire. Un peu dans le même genre, ça va nous permettre d'aborder maintenant la descente, puisque tu as dit qu'en endurance, il y avait quand même... vous avez dit qu'en endurance, en ultra-trail, il va y avoir une dimension descente et capacité à résister aux dommages musculaires de la descente qui devient importante. Comment on... Alors, JB, je t'ouvre un boulevard gigantesque. Guillaume, je t'ouvre un boulevard gigantesque. Comment on se prépare à la descente et sur de l'ultra, et qu'est-ce qui nous permet d'être meilleur à la descente en ultra? Oui, un boulevard gigantesque, j'imagine que c'est le moment de parler des week-end shocks. Mais les week-end shocks, c'est vrai qu'au départ, je dois bien avouer que c'était la raison principale des week-end shocks, de s'habituer à encaisser
les contractions excentriques répétées, le dénivelé négatif. Et puis au fur et à mesure, je me rends compte que c'est un des intérêts, et sans doute quand même le principal, mais il y a plein d'autres choses, y compris peut-être travailler les aspects mentaux dont on parlait tout à l'heure. Mais oui, effectivement, pour moi, les week-end shocks sont un passage obligé pour cette raison. Après, on peut, je passerai la parole à JB pour qu'il nous donne son avis, même si, à ma connaissance, c'est pas documenté de façon très précise, mais on peut aussi faire des choses quand même en prépa physique pour travailler ça. Il n'empêche que ça, de mon point de vue, en tout cas, peut-être qu'il va me contredire, mais ça peut pas remplacer un entraînement sur le terrain spécifique de descente. Là encore, tu as parlé des pentes spécifiques, mais sur des pentes spécifiques aussi en descente, pas seulement en montée. Et puis après, il y a tout un tas de choses que l'on peut faire d'un point de vue technique. Donc, comme on disait tout à l'heure, se donner de l'air en montée en ayant une bonne VO2 max, être un bon dessert, c'est bien aussi, mais un bon descendeur dans le sens rapide permet aussi de se donner de l'air et donc d'être plus relâché, plus facile, et donc d'économiser aussi, tu vois, moins se bloquer sur chaque appui, etc. Et les Kilian Jornet ou Dawa Sherpa, pour bien insister sur le fait que je suis un vieux coureur, d'une autre génération, étaient vraiment spectaculaires à voir. Enfin, moi, j'ai eu la chance de courir derrière, souvent pas trop longtemps, parce que justement, ils me distançaient, mais en descente derrière Dawa Sherpa, enfin, c'était vraiment beau à voir, quoi. On parle de... Quand on disait on voit descendre un chamois, mais c'était vraiment ça. Donc quand même ces aspects techniques, bien sûr, il était solide musculairement, mais il y avait vraiment l'aspect technique. Et je suis persuadé que ça l'a aidé, y compris en ultra. Certes, il gagnait pas de temps parce qu'il était en vitesse sous-maximale. Par contre, il s'économisait musculairement. Ça, j'en suis persuadé. Et après, on peut aussi faire travailler. Ça veut dire travailler en descente, y compris pas que à pied. Faire du ski de fond, du ski alpin, du ski de rando, du VTT. Ça, je suis sûr que ce sont des choses qui sont intéressantes pour travailler la descente, en court comme en long, hein, d'ailleurs. Et après, on peut aussi faire quand même des séances spécifiques descente, type je prends les télécabines, je descends à vitesse ultra ou légèrement au-dessus, et puis je remonte et je fais ça. Ça dépend où on en est de sa préparation, etc. On parlait tout à l'heure de prise de risque. Oui, ça, c'est pas pour le coureur loisir. Il faut qu'on ait envie d'aller chercher quelque chose, mais ça vaut le coup de faire ce type de séance, à mon avis. De nos jours, tu as Benjamin Roubiol qui est un exemple aussi de descente super à l'aise, champion du monde et champion de France récemment. Ouais, alors je suis d'accord avec ça et j'ai l'approche pour moi différente du cours, où là, clairement, pour moi, les séances en salle, si on peut tout rentrer dans son programme, on rentre tout. Mais si on doit faire un choix, les séances en salle, elles dégagent pour une raison toute simple, c'est que tu prends une descente de 2 km linéaire, tu vas faire 1000 impacts sur chaque jambe, globalement. Et ces impacts ont un très haut niveau de force, et donc tu auras du mal à le reproduire en faisant des fentes sautées ou en faisant de l'excentrique, a fortiori à un volume comme ça. Donc pour moi, la clé, c'est le volume de descente. Et le volume de descente, tu peux pas le matcher avec des séances, sinon tu passerais ta vie en salle. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle peut-être pour moi, ça a quasiment moins, voire plus d'intérêt de passer en salle quand on prépare de l'ultra par rapport aux descentes. Et la deuxième raison, c'est le risque de blessure, le risque de sortie de route, entre guillemets. Où là, tu peux pas remplacer l'adaptation au terrain et le fait que tu peux pas le préparer en dehors. Donc là, pour moi, je pense que c'est plus intéressant de faire des répétitions de descente et de mettre du volume de descente que de faire de la préparation physique, où là, en termes de volume, on va être sur pas grand-chose. Et on pourrait me dire, oui, mais c'est un moyen, l'excentrique, d'atteindre des très hauts niveaux d'intensité. Je suis pas d'accord. Enfin, par rapport à ce qu'on prend dans le système quand on pose son pied en descente très vite, c'est bon, hein, il y a largement de quoi faire en nature. Après là, c'est juste si tu dois faire le choix entre descente ou excentrique en salle de muscu, parce que dans l'épisode qu'on avait fait sur la muscu, toi et moi, il me semble que tu disais que tu as quand même la quantité de force que tu as à l'impact, le fait de soulever du très lourd, ça t'y prépare un petit peu. Oui, après, c'est effectivement quand tu habites en montagne, que tu as possibilité de faire du dénivelé négatif tout le temps, tu peux effectivement te poser la question mais quand même, je pensais que JB serait un plus fervent défenseur de la prépa physique, mais en tout cas, au moins en amont, ça peut être un moyen aussi quand même de prévenir les blessures. Enfin, c'est pas moi qui vais t'apprendre ça. Mais effectivement, quand tu as la possibilité de faire du spécifique, quand tu approches les compétitions, tu as la possibilité de faire les week-end shocks. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est un des intérêts des week-end shocks aussi, c'est-à-dire que quelqu'un qui habiterait pas à la montagne, ça vaut le coup qu'il se déplace 3 jours pour aller vraiment accumuler du dénivelé négatif qu'il pourrait pas faire peut-être au fil de l'eau si quelqu'un qui habite en Beauce.
Mais voilà, pour quelqu'un qui habite en Beauce, quand même, globalement, bien sûr, c'est un pis-aller, mais faire des séances de pré-fatigue et d'aller courir derrière et aller courir quand même avec le peu de dénivelé négatif qu'il peut trouver proche de chez lui, mais de faire des séances de pré-fatigue pour reprendre un peu ce dont on parlait tout à l'heure, il me semble que ça peut quand même avoir du sens quand c'est ça ou rien, quoi, en fait. T'as pas le choix. Donc, il vaut mieux faire ça quand même que rien, à mon avis. Et un bon intermédiaire, on en avait parlé vite fait dans le podcast, c'est les escaliers. C'est-à-dire qu'en fait, il peut être relativement facile, y compris en milieu urbain, de trouver des bâtiments, des endroits. Enfin, moi, je sais que la tour de Beaulieu à Saint-Étienne, qui fait 21 étages, à l'époque où on s'entraînait, ça nous est arrivé de faire des montées-descentes de 21 étages pour faire de la prépa spécifique, parce qu'on n'avait pas à proximité. Donc voilà, on peut trouver un moyen de... Voir monter un ascenseur et descendre des escaliers. Pourquoi pas. Alors, juste pour l'anecdote, mais je l'ai déjà raconté aussi dans d'autres podcasts, pour montrer un peu le cheminement, c'est assez drôle de voir à quel point on était naïf à l'époque. Moi, quand j'ai fait mon premier UTMB, donc c'était en l'occurrence la deuxième édition du UTMB, donc autant dire que c'était la préhistoire et personne ne savait vraiment comment s'entraîner en ultra. J'avais demandé à mon beau-père de venir avec moi sur quelques séances clés et il me prenait en haut des côtes en voiture, il me descendait pour que je fasse plus de dénivelé positif. Et l'année d'après, je lui ai dit, attends, on va refaire la même chose, tu vas venir, mais je faisais l'inverse, c'est-à-dire qu'il me montait, je descendais. Guillaume, je te propose de garder le micro. J'ai 2 petites questions qui m'ont été posées sur les Weekend Shock. Mais alors, il y en a une qui répond un peu dans ton livre, Ultra Trail, plaisir, performance et santé. La première question, c'est est-ce qu'il faut faire un seul Weekend Shock ou est-ce qu'on peut en faire plusieurs? Et la deuxième question, c'est quel délai minimum entre un Weekend Shock ou une grosse séance de D- et une échéance? Pas sûr de bien comprendre la question. Pourquoi un seul Weekend Shock? Non, pas du tout. Il faut même plutôt en faire plusieurs. Même si, à mon avis, 1 versus 0, c'est déjà bien. Donc, si on a la possibilité de ne faire qu'un Weekend Shock, il ne faut surtout pas s'en priver. Mais je dirais que pour moi, minimum, c'est 3. 3 Weekend Shock, ça me paraît pas mal. Si on peut en faire un petit peu plus en étant un peu progressif, mais on peut commencer assez tôt dans la saison en faisant des mini Weekend Shock ou des week-ends mini shock, je sais pas comment on dit. C'est aussi possible. Non, donc pas de... Si, bien sûr, une limite, parce que justement, ça répond pour le coup à la deuxième partie de la question. Il faut récupérer, effectivement. Et au minimum 3 semaines, idéalement par mois, je pense que c'est pas mal. Combien de temps vont perdurer les adaptations à l'excentrique qu'on vient de faire? Parce qu'en fait, à un moment, tu vas faire un pic, par exemple une séance télésiège ou un Weekend Shock. Et est-ce qu'on sait combien de temps tu gardes ces adaptations dans le temps? Est-ce que ça disparaît vite, pas vite? Alors, on ne peut pas répondre à cette question parce que ça diminue progressivement, effectivement. Alors ça, c'est plus des études un peu fondamentales sur l'effet protecteur qui montrent que sur des muscles qui sont pas du tout ceux pas les quadriceps, donc beaucoup plus sujets aux dommages musculaires, si tu fais une séance excentrique, par exemple, très intense sur le biceps brachial, tu vas maintenir des effets jusqu'à 3 mois après, une seule grosse séance. Donc maintenant, sur les quadriceps, c'est sûrement un peu différent et les effets, globalement, disparaissent progressivement. Donc, c'est difficile de dire on a des adaptations qui durent pendant X semaines. Mais globalement, ça disparaît moins vite que d'autres adaptations, comme par exemple la capillarisation ou des adaptations métaboliques qui peuvent... tu peux gagner très vite, mais tu perds très vite aussi. Sur l'effet protecteur, non, tu peux, par exemple, si tu prends tes 3 semaines, et je pense que c'est la règle aussi, minimum avant de faire un ultra, de faire un Weekend Shock 3 semaines avant ton ultra, tu vas largement bénéficier de cet effet protecteur le jour de ta course. Il y avait des questions sur le volume d'entraînement. Je la pose pas parce qu'il me semble que dans la partie 1, on en a bien parlé et je pense que les personnes pourront se reporter à ça. Pour moi, l'approche du volume, et tu l'as dit Guillaume dans la partie 1, c'est exactement la même que tu fasses du court ou du long. C'est d'abord ce que tu peux raisonnablement faire. Dans ce que tu peux raisonnablement faire, tu passes des bonnes séances, tu places des week-end shocks et ce sera comme ça que tu approcheras le volume. Ouais, alors c'est pas tout à fait ce qu'on a dit. On a quand même dit que effectivement le volume d'entraînement dépend surtout du niveau de performance plus que de la distance en compétition, mais quand même globalement, on a aussi dit que si tu voulais préparer un ultra, tu devais, à condition d'en avoir les moyens, t'entraîner quand même un petit peu plus que quelqu'un qui serait à ton niveau et qui préparait un 40 km. Mais tu vois, la question que je me pose avec ta réponse là, c'est est-ce qu'il faut de manière générale augmenter ton volume ou est-ce qu'il faut augmenter ton volume avec, par exemple, tes 2 sorties longues et c'est elles qui doivent être plus longues, mais le reste de tes séances sont à peu près de la même durée. Et tu vois, moi j'ai quand même tendance, si tu prépares du long, j'ai quand même tendance à dire que c'est pas ton volume de toutes tes séances qui va augmenter, parce qu'au final, si ça se trouve, tu vas juste gratter une demi-heure par-ci par-là. Je sais pas si ça va changer grand-chose. Par contre, essayer de dire, je gratte du temps sur ma sortie longue, je vais m'organiser mon emploi du temps pour que ma sortie longue, elle gagne 2 heures. C'est peut-être plus comme ça, moi, que je voyais l'augmentation du volume sur du long. Oui, c'est un peu la philosophie des Weekend Shock, quelque part.
Une question qui m'a été posée, ça concerne, alors c'est un point très spécifique, donc si vous voulez, on balaye cette réponse assez rapidement, ça concerne l'approche polarisée en ultra, le 80-20, le fameux 80-20. Et il y avait des personnes qui disaient que c'était en fait quasiment impossible, parce que quand tu commences à faire du long, comme on vient de le dire à l'instant, ta séance longue va gagner en temps. Par exemple, si tu as 8 heures en zone 1 en base aérobie par semaine, et 8 heures en base aérobie, ça va quand même assez vite. Hein. Tu fais une sortie de 4 heures la semaine, tu fais 2 sorties de vélo, tu es très vite à tes 8 heures. Pour compenser ces 8 heures, ça veut dire qu'il faut que tu accumules 2 heures en zone 3. C'est impossible d'accumuler, enfin ça me semble impossible raisonnablement, mais même sans te blesser, d'accumuler 2 heures en zone 3. J'ai une vision de la chose, qui est ma vision du polarisé. Est-ce que vous avez une autre réponse en disant qu'en fait le polarisé n'est pas du tout adapté à l'ultra? Et qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais en même temps, je vais lui repasser le micro parce que, enfin, s'il veut, mais parce que dans le polarisé, alors effectivement, si on applique au sens strict du terme le polarisé, si le polarisé c'est 80-20, tu as raison. Mais pour moi, le polarisé, c'est est-ce qu'on fait en gros que de l'allure zone 1 ou est-ce qu'on fait du travail intense? Et dans le travail intense, pour le coup, je mettrais tout ce qui est PPG, travail de côte, etc. Et donc, si tu raisonnes comme ça, et puis encore une fois, le 80-20, c'est une indication. Tu peux très bien faire 90-10, mais est-ce que, pour le coup, ça s'appelle pas polarisé quand même? Donc, pour moi, c'est polarisé, mais pas au sens strict du terme. Et dans l'intense, je mets effectivement le travail à très haute intensité, pour le coup, pas en zone 2 et pas de seuil, etc. Même si c'est pas du tout interdit, mais de préférence plutôt un petit peu plus intense que ça. Et puis, je mets les aspects PPG. Ouais, alors, je suis d'accord avec ça, et tu peux atteindre ce 80-20, et par contre, pour moi, dans la philosophie globale de la question, on atteint les limites de pour moi, ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire de faire un transfert de ce qu'on connaît ou ce qu'on maîtrise des distances plus courtes, des disciplines, tu sais, les efforts olympiques centraux, ils durent entre 4 et 30 minutes, voilà, et vers des choses qui durent 2 ou 3 jours. Donc en fait, il faut faire très attention à ça, à ce transfert des choses, parce que on l'a vu, hein, les déterminants ne sont pas tous les mêmes, etc., etc. Mais donc, bon, la question est ouverte. Et puis encore, le polarisé, il reste en débat dans les disciplines où il y a de la recherche et où, entre guillemets, on le maîtrise un peu mieux. Alors, t'imagines bien dans les disciplines où il n'y en a pas, quoi. Oui, non, parce que l'entraînement polarisé, quand on réfléchit bien, on ne jure que par ça et en même temps, on ne jure que par la méthode norvégienne. Donc, il faudra choisir, quoi, à un moment donné. Je pense que c'est des questions de mode. Hein. Je pense que c'est vraiment des questions de mode. Le norvégienne, c'est la mode actuellement. Le polarisé, c'était la mode un peu avant. J'ai l'impression que c'est des modes. C'est exact. Alors là, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, j'ai vu passer à mon âge tellement de méthodes d'entraînement déjà, qui venaient de différents pays, différents coachs qui arrivaient, et puis qui étaient la mode dans un pays et pas dans un autre. Donc, ouais. Le seul problème, je trouve, j'en parlais avec quelqu'un avant l'épisode, c'est que les personnes qui appliquent, les trailers qui aujourd'hui appliquent le plus la méthode norvégienne, c'est également ceux qui sont le plus baissés de tendinite et de fractures de fatigue aujourd'hui. Donc, c'est qu'une corrélation sur 10 sujets, hein, mais bref. Ah bah, si t'as des données là-dessus, je suis preneur. Je voulais juste te dire, partager avec les auditeurs ma vision du polarisé aujourd'hui. Moi, c'était quel travail intense tu peux faire par semaine. Dans la réflexion, 1, c'est quoi le travail intense que tu peux faire par semaine? 2, c'est quoi le minimum de base aérobie que tu peux faire qui vient compenser ça? 3, une fois qu'on a placé ça, on place d'autres séances qualitatives, par exemple muscu, qui sont clés. Et à partir de là, si tu as encore du temps, va courir. Tout simplement. C'était un peu ma vision du polarisé aujourd'hui. Donc, c'était plutôt éviter une zone et réfléchir comme ça, avec une base. Mais pour moi, c'est absolument impossible. À faible intensité, exactement. On va faire de la base aérobie ou du vélo, va marcher. Si le polarisé, c'est polarisé autour des intensités et des vitesses spécifiques de ta cible, va marcher alors, parce que ta cible, c'est 8 km/h, quoi. Parce que pour revenir à la méthode norvégienne, finalement, alors je ne suis pas un spécialiste de la méthode, mais de ce que j'ai pu comprendre, quand même, un des intérêts, c'est justement, finalement, au-delà de dire c'est telle zone et pas telle zone, c'est de contrôler ce que tu fais. Et c'est justement de ne pas se laisser emporter à passer trop au-dessus du seuil, parce que tu fais beaucoup de volume à cette intensité-là, et donc musculairement, ça pioche un petit peu plus. Et donc, si tu contrôles ton lactate et que tu vas en altitude, tu vas aussi baisser tes intensités, etc., etc. Donc, je pense que quelque part, c'est au moins cette philosophie-là qu'il faut garder en disant, mais sauf qu'il faut juste shifter vers le bas, en disant en ultra, oui, je vais peut-être contrôler mon lactate, mais je veux vraiment plus être à 3, mais là, je veux être à 1, 1,5, être sûr de rester à ces intensités-là. Maintenant, s'il faut commencer effectivement à mesurer son lactate à chaque fois qu'on va se courir en montagne, c'est aussi un peu dommage, mais s'il y a des gens qui ont envie de le faire et qui veulent se prêter au jeu, après tout, chacun ce qu'il veut. Moi, j'ai l'impression que dans la méthode norvégienne, quelque chose qui a été retenu, c'est double seuil par semaine, quoi. 2 fois 2 seuils par semaine. En fait, parce que c'est les frères, je veux pas dire, ouais, mais je vais pas le dire parce qu'on m'a taclé sur l'épisode parce que j'ai mal prononcé leur nom de famille. Donc, les frères norvégiens.
Les frères de Jacob qui faisaient ça, sauf qu'en fait, les personnes ciblent que 2 fois double seuil. Ils oublient qu'à côté, ils ont 190 bornes en zone 1 par semaine, 190 bornes et une séance en zone 3. Donc en fait... Ouais, ils ont le X élément là, dont personne ne parle. Et plus, ils ont des séances en côte. Donc en fait, la méthode norvégienne, c'est pas juste 2 fois double seuil. Il faut regarder la méthode. Et il y a une publication récemment sur qu'est-ce que c'est que la méthode norvégienne. Et ils montrent bien qu'en fait, c'est une combinaison de plusieurs éléments, pas juste du double seuil. Bref, c'est une mode, on est d'accord avec ça. Question que je trouvais hyper intéressante et on l'a abordé un petit peu dans la partie court. C'est plus utile, c'est à mon avis pertinent d'en parler maintenant. Il y a quelqu'un qui m'a demandé si en long, avec la fatigue, les zones métaboliques se décalaient. Par exemple, l'endroit où se trouve le seuil ventilatoire 1, lactique 1, ventilatoire lactique 2, donc on va dire 2 millimoles, 4 millimoles, ça se situe à des intensités différentes. Par exemple, au début de l'effort, ça se situe à 10 km/h et plus tard, ça se situe à 8 km/h. Et si ça se décale par rapport à la vitesse, par exemple, est-ce qu'il vaut mieux s'entraîner à 8 km/h, c'est-à-dire là où il sait une fois qu'on est fatigué, ou à 12 km/h Vas-y, je laisse répondre, mais on en a un peu parlé, je trouvais ça vraiment pertinent. C'est effectivement une très bonne question à laquelle je n'ai pas la réponse, mais ça rejoint un petit peu les histoires de durabilité, effectivement. Donc faire des tests incrémentaux en situation de fatigue, finalement, personne ou pas grand monde a fait ça. Il doit y avoir des données, mais entre elles, ça m'étonnerait qu'il y ait des données un peu spécifiques. Et puis, sur de la course à plat, je ne connais pas la littérature spécifique, mais si on y réfléchit 2 minutes, je pense qu'effectivement, ça va se décaler vers le bas. Et du coup, si on reste à même intensité, avec des fibres, enfin des muscles qui sont fatigués, ça veut dire le recrutement d'autres unités motrices qui sont plus glycolytiques et donc une production de lactate plus importante, l'acidose, blablabla. Et donc, c'est pour reboucler avec la question précédente, c'est aussi l'intérêt de la méthode norvégienne de calculer son lactate et de rester, quitte à diminuer l'intensité. Donc là, je ferai la même réponse, mais encore une fois, shifter vers le bas. Je pense que ça va être la dernière question parce que ça fait déjà un épisode très long et qui dépasse ce que je vous avais promis. Une personne m'a demandé et on en a un peu parlé un peu plus tôt, si les derniers travaux de Marc Ora, surtout sur la fatigue mentale qui ont été menés et sur la fatigue cognitive, ça représente pas un peu une porte vers la nouveauté dans l'entraînement de longue durée, de longue distance? Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose vraiment de très intéressant, que ça ouvre des portes vraiment très intéressantes pour l'ultra-endurance, tous ces travaux sur les déterminants de la fatigue cognitive, de la fatigue mentale et l'entraînement à la résistance à cette fatigue? Ou est-ce que c'est pas hyper pertinent pour vous dans l'ultra et dans la très longue distance? Bon, écoute, je prends le micro sans forcément avoir des choses intelligentes à dire, si tant est que j'en ai dit jusque-là. Non, moi, globalement, j'aime bien ce que fait Marc Ora, Samuel et Marc Ora. J'ai bien aimé tous ces travaux sur l'impact de la fatigue cognitive, sur le RPE, etc. Et donc, c'était un peu aussi la base du modèle de la chasse d'eau, etc. Donc, ceci étant dit, de là à dire que travailler pour arriver à contrer cette fatigue cognitive et que ça va avoir un impact significatif sur la performance, en théorie, oui. En pratique, je ne suis pas sûr que l'on ait encore les évidences scientifiques qui le montrent. Donc, je regarde ça avec intérêt, mais pour l'instant, je n'irai pas jusqu'à mettre énormément d'énergie là-dedans, quitte à travailler sur hors physio, prépa physique. Je préfère travailler avec un vrai, entre guillemets, préparateur mental, avec des méthodes un petit peu plus affirmées, etc. Mais peut-être qu'à l'avenir, on changera d'avis, mais je crois qu'à ce stade, on n'en est pas tout à fait là. Par rapport à tout ça, c'est important je me méfie du discours des gens qui d'emblée disent non, ou c'est pas une composante, ou etc. À l'heure actuelle, on ne sait pas. Et donc, face à on ne sait pas, on est curieux, on attend et on laisse la porte ouverte. C'est-à-dire qu'on ne part pas sur d'emblée, les choses ne peuvent pas être approchées par ce côté-là des choses. Peut-être c'est le cas, peut-être c'est pas le cas. En tout cas, oui, c'est intéressant parce que le truc que je trouve intéressant, c'est que c'est des épreuves qui challengent le côté cognitif et mental, contrairement ou différemment de plein d'autres sports. Et donc, pour cette raison-là, c'est intéressant, quoi. Ouais, je reprends juste parce qu'on revient là du coup sur une thématique de recherche qui est quand même très proche de celle dans laquelle j'évoluais. Et il y a Adele Diamond qui est la chercheuse la plus connue en fonction exécutive et fonctionnement cognitif, qui disait que par contre, pour prendre le contre-pied de la question, l'activité physique est presque le meilleur entraînement cognitif puisqu'il, selon elle, alors qu'elle n'était pas STAPS, elle est pas STAPS, il contient l'activité physique tous les ingrédients de l'entraînement cognitif en fait. Donc peut-être qu'il y a aussi ça, c'est que ne serait-ce que faire un week-end shock ou courir, ça entraîne déjà tes fonctions exécutives. Enfin, je pense qu'il y a des moyens plus meilleurs pour travailler ces fonctions.
Ouais, parce que pédaler sur home trainer, je suis pas sûr que ça soit le meilleur des moyens. C'est de l'activité physique. Je peux dire que les tâches cognitives que je faisais passer aux gens, ils préféraient pédaler, je pense. Ouais, c'est ça, justement, c'est ce que je voulais dire. Et non, par contre, ce qui est intéressant, c'est effectivement le lien avec la privation de sommeil. Et ouais, donc la privation de sommeil peut amener à faire des erreurs liées au cognitif, des erreurs de pacing, des erreurs d'alimentation, des erreurs aussi incroyables que... mais là, on parle de privation sévère. Hein. Je rappelle souvent dans mes conférences l'exemple de, je pense pas qu'il m'en voudra de citer son nom, je l'ai déjà cité souvent, de Stéphane Coulot, qui sur le Tour des Géants en 2010, je crois, ou 11 ou 12, il était tellement privé de sommeil qu'il a décidé de repartir du refuge Bonatti alors qu'il était cramé et 1 kilomètre après, il était couché sur le chemin. Enfin voilà, c'est des erreurs comme ça. Mais là, on est dans des situations qui sont vraiment qui sont extrêmes, quoi. Mais pour revenir à la question de dire est-ce que l'entraînement cognitif en parallèle à son entraînement endurance peut améliorer la performance, bon, on n'en est pas encore là, mais plutôt un a priori positif, mais on n'a pas encore d'évidence. Dernière question pour conclure cet épisode, qui sera, je pense, assez rapide en termes de réponse. Il y a quelqu'un qui a demandé, selon vous, c'est quoi les dernières avancées majeures, les dernières découvertes qui ont été un peu majeures, genre waouh, ça c'est un vrai game changer dans l'entraînement en ultra. J'ai 1 ou 2 idées, je voulais vous entendre, selon vous, qu'est-ce que c'est des trucs vraiment très intéressants qu'on a découverts récemment et qui méritent d'être connus? Alors moi, je te fais une réponse un peu plus extérieure. Pour moi, c'est quand même toutes les histoires d'alimentation et de gestion du carburant. C'est-à-dire vu de l'extérieur, non pratiquant d'ultra, mais de ce que je vois et de ce que je suis, c'est quand même le niveau dans les 5-10 dernières années de monter en compétence des connaissances et des pratiques. Notamment dans le Monsieur Tout-le-Monde, quoi, pas seulement sur l'élite, mais plutôt sur la masse de la population. Donc là, en fait, tu fais référence, par exemple, à tout ce qui est les meilleures méthodes d'entraînement, train the gut, donc entraînement de l'intestin, même des pas choses comme ça. forcément au sens large, dans la préparation et dans la gestion et dans le post-performance, j'ai l'impression que ça a été vraiment un changement majeur. Ouais. Peut-être que je me trompe, mais c'est l'impression que j'ai. Alors, ça va peut-être te paraître bizarre, mais je n'ai pas le sentiment que la science ait réellement eu un impact majeur sur les méthodes d'entraînement en ultra. Si je devais dire quelque chose, je dirais un peu comme JB, effectivement, peut-être du côté de la nutrition, mais avec finalement des données scientifiques directement applicables au terrain. Finalement, il y en a assez peu. Moi, si je prends la dernière version de mon livre par rapport à la version de 2012, je n'ai pas l'impression de me dire « ouais, mais là, tu es complètement passé à travers, il y a vraiment des données scientifiques qui t'ont permis de changer complètement la façon de voir les choses, etc. » Le week-end shock, c'est toujours là. Voilà, il y a pas mal de choses où je suis assez d'accord avec ce que j'écrivais il y a 10 ans. Alors après, je peux commettre des erreurs dans les deux cas, ce qui est largement possible. Mais ouais, donc c'est peut-être un peu paradoxal venant de moi, mais c'est un peu quelque part jeter une pierre dans notre jardin aussi. En même temps, on fait toutes ces études sur l'ultra que l'on a fait, y compris avec JB, etc., qui étaient pas forcément dans le but d'améliorer l'entraînement et la performance. C'était plutôt déjà de comprendre comment ça fonctionnait, etc., sur les aspects biomécaniques, neuromusculaires et les conséquences sur d'autres organes. Et sur ce qu'ont fait d'autres chercheurs, ouais, j'ai pas l'impression qu'on a eu un impact aussi décisif qu'on peut l'avoir dans d'autres sports, où il y a pu y avoir des choses intéressantes qui ont eu vraiment changé les choses. Ouais, c'est un peu décevant peut-être. De toute façon, de manière générale, déjà dans la science, des game changers qui sortent comme ça, c'est rare. Hein. C'est rare qu'en 2 ans d'un seul coup, on se dise waouh, on s'est complètement planté et ça tourne. Et moi, je t'avoue que j'avais quand même l'impression que c'est vrai, le fait de l'entraînement de l'intestin, les ratios glucose-fructose qui étaient mieux connus et qui d'un coup ont fait qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait passer de 60 grammes à 90 grammes par heure. Mais ça, c'est plus pour le court. Voilà, et pas tant pour le long, je pense. Même si on peut sûrement jouer avec ça quand même, malgré tout, en ultra, mais je dirais quand même que c'est un peu plus spécifique au court. Et en tout cas, moi, les choses qui ont le plus pris dans la population des coureurs, ce sont des choses que j'ai proposées comme les week-end shocks ou le modèle de la chasse d'eau, qui sont très indirectement en lien avec les recherches que l'on a pu faire. Bien sûr, c'est les connaissances accumulées sur la fatigue musculaire et les réflexions qu'on peut avoir, les lectures de la physio en général qui m'ont amené à proposer ça. Mais on peut pas dire que ce soit une manip en particulier qui est, même si on a parlé quand même, on a cité nos papiers sur la thèse de Frédéric, etc., de Sabine sur le cours, etc., qui donne quand même un petit peu des billes, mais le transfert direct, il se fait moins que, par exemple, ce que peut faire JB avec ses profils force-vitesse dans le sprint. Ça viendra peut-être.
Guillaume, on a dit qu'il fallait qu'on se revoie pour parler de sommeil. Il y a quelqu'un qui m'avait demandé est-ce que Guillaume peut nous expliquer en détail ce que c'est que le modèle de la chasse d'eau. J'ai directement pas inclus cette question parce qu'il faut un épisode entier. JB, on vient de soulever l'histoire de profil force-vitesse. Il y a des gens qui m'avaient également demandé est-ce que JB peut expliquer ce que c'est le profil force-vitesse. Tout à l'heure, on a parlé force-longueur. Pareil, c'est pas du tout, on n'aura pas le temps de l'aborder ici. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est que déjà, j'apprécie énormément que vous m'ayez accordé autant de temps parce qu'on a débordé et vous avez plein de choses à faire autres que répondre à mes questions. Donc merci beaucoup pour votre temps, pour vos réponses, pour votre capacité à vulgariser. J'espère qu'on aura le temps d'échanger sur de nombreux autres sujets à l'avenir. Et moi, j'espère que les auditeurs ont retiré plein de réponses intéressantes à leurs questions. Merci Guillaume, merci JB. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui, dédié à l'amélioration des performances en trail long et en ultra trail. Encore une fois, l'expertise de JB et Guillaume ne m'a pas déçu. Il est rare de pouvoir recueillir des informations aussi précieuses et de pouvoir discuter pleinement des nouveautés et des dernières évidences en matière d'entraînement. J'ai donc adoré ce moment d'échange avec eux qui m'a permis d'aller aux frontières des connaissances sur le sujet et je suis sûr qu'il en est de même pour vous. Jean-Benoît et Guillaume publient régulièrement sur le sujet, donc n'hésitez pas à les suivre sur leurs différents réseaux. Les liens sont dans la description. À très bientôt pour un nouvel épisode et n'oubliez pas que selon Edwards Deming, sans donner à l'appui, nous ne sommes qu'une personne de plus avec une opinion.